Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons comme chaque édition avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons cette tournée avec la RFI où nous lisons au Tchad plusieurs dizaines de chefs de parti et membres de la société civile ont été interpellés ce samedi 27 mars alors qu'ils manifestaient contre un 6e mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno avant d'être relâchés en fin de journée. Cette 8e semaine de manifestation répondait à l'appel au mécontentement général lancé par l'opposition et des associations de la société civile. Enchaînons notre tournée de la presse avec l'Orient le jour. Les États-Unis ont confirmé vendredi dernier, avoir fourni une aide financière au Soudan de 1,15 milliard de dollars pour l'aider à rembourser sa dette envers la Banque mondiale, apportant leur soutien au gouvernement de transition soudanais. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement spectaculaire entre les États-Unis et le Soudan depuis la chute du régime de Omar al-Bashir en 2019. Enchaînons la tournée de la presse avec France 24. La ville de Palma, située dans le nord-est du Mozambique, est tombée aux mains des rebelles à l'issue de 3 jours de combat. L'attaque surprise a fait fuir des centaines de gens terrifiés vers la forêt environnante, tandis que des travailleurs liés à la construction du complexe gazier, parmi lesquels des étrangers, se réfugiaient à l'intérieur du site voisin, mais aussi dans un hôtel de Palma. France TV Info cite un rapport historique a été remis le 26 mars au président français Emmanuel Macron, pointe les responsabilités lourdes et accablantes de la France qui s'est massivement impliquée au Rwanda à partir des années 90 et alignée sur le régime Hutu du pays dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Le rapport mentionne cependant que rien ne vient démontrer que la France s'est rendue complice du génocide qui a fait au moins 800 000 morts. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi dernier le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed el-Menfi, affirmant le soutien absolu de l'Égypte au nouveau pouvoir exécutif en Libye. Il s'agit de la première visite en Égypte après avoir accédé au poste de président du Conseil présidentiel libyen. Le point avec Dalia Karam. L'Égypte est pleinement prête à apporter son expertise au gouvernement libyen dans divers domaines pour restaurer les institutions nationales de l'État libyen, en particulier les forces de sécurité et de police, afin de rétablir la sécurité et la stabilité. C'est ce qu'a déclaré jeudi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son entretien avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et du chef des services de renseignement généraux. Le chef de l'État affirmait le maintien de la position égyptienne visant à réaliser en premier lieu l'intérêt suprême de l'État libyen, qui découle des principes de préservation de l'unité des territoires libyens, de rétablissement de la sécurité et de la stabilité et d'opposition par la Libye d'une armée nationale, outre la fin des ingérences étrangères et le départ de tous les mercenaires et combattants étrangers de la Libye. Le président el-Sisi a souligné le soutien total et absolu de l'Égypte à la nouvelle autorité exécutive en Libye dans tous les domaines et au sein de toutes les instances régionales et internationales pour assurer sa réussite à gérer la phase historique actuelle jusqu'à la tenue d'élections nationales à la fin de cette année, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne. Le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte comptait sur la capacité du Conseil de la présidence libyen et du gouvernement de parvenir à une réconciliation globale entre les Libyens et d'unifier les institutions libyennes pour parvenir à la tenue d'élections générales à la date prévue en décembre prochain, comme une étape importante et tranchante pour conduire la Libye vers un régime politique durable basé sur la volonté du peuple libyen avec son libre choix.
Pour sa part, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a exprimé sa gratitude pour le soutien sincère de l'Égypte à la Libye depuis le déclenchement de la crise jusqu'à présent. Ce que l'on attend de la direction sage du président Al-Sisi, a-t-il déclaré. Dans ce contexte, M. El-Menfi a valorisé le rôle pionnier de l'Égypte et ses efforts assidus, sincères et continus pour soutenir la Libye dans le cadre des relations fraternelles liant les deux pays et les deux peuples, en particulier en contribuant à l'unification de l'armée nationale libyenne, ainsi que le transfert de l'expérience de développement égyptienne vers la Libye et les moyens de tirer profit des expériences des grandes entreprises égyptiennes en ce sens. M. El-Menfi a ajouté que l'Égypte avait toujours soutenu les efforts visant à régler la crise libyenne dans divers domaines politiques, militaires et économiques, étant donné qu'elle est le pays le plus conscient de la réalité libyenne. Il a exprimé sa profonde gratitude au président Al-Sisi et au peuple égyptien pour avoir soutenu les Libyens dans la gestion de la phase de transition, aspirant à la poursuite de cet appui au cours de la période à venir pour pouvoir assumer la responsabilité historique qui leur est confiée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de transférer son expérience au gouvernement libyen dans divers domaines. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Dr Passant Fahmi, membre au Parlement et experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur la situation en Libye, entre l'Égypte et la Libye actuellement. Bonsoir, docteur. Bonjour, Dr Passant Fahmi. Bonjour, madame. Bonjour. Tout d'abord, quel est le rôle de l'Égypte au cours de la prochaine période, notamment en ce qui concerne la reconstruction de la Libye? Tout d'abord, la Libye, c'est un pays très important, non seulement dans la région, mais aussi pour l'Égypte, parce que c'est un pays où la sécurité de l'Égypte et la sécurité de la Libye sont accordées ensemble. Aussi, nous devons mentionner que l'Égypte a une expérience, comme on appelle, de succès sur le développement de tous les domaines dans le pays, c'est-à-dire on a commencé à notre plan 2030, on a commencé à développer l'infrastructure, à construire de nouvelles villes, à mettre des lois pour vraiment avoir un climat attirant pour les investisseurs. On a une très grande expérience qui a été un grand succès, comme elle a été vue par toutes les institutions mondiales. C'est-à-dire, ce n'est pas notre opinion, c'est l'opinion de toutes les institutions mondiales. Alors, on peut aider pour la sécurité de la Libye et la sécurité de l'Égypte aussi, la Libye pour développer, pour placer un plan de développement dans tous les domaines. La Libye, c'est un pays riche, c'est un pays frère, c'est un pays très important dans la région. Alors, l'Égypte va accorder toute aide possible pour vraiment assister le développement de la Libye. Et je voudrais mentionner ici que l'Égypte va jouer un rôle très important dans le développement de la région. Non seulement la Libye, mais aussi les pays africains, toutes les régions qui nous entourent. Et bien sûr, une coordination avec le développement mondial. Alors oui, nous allons les aider. Ça va être pour leur bien et notre bien aussi. Ça va former une région stable qui peut vraiment aider non seulement à développer l'Égypte et la Libye, mais aussi l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent riche. Et les deux pays ont eu toujours l'intérêt à aider ce continent-là pour se développer, pour combattre le terrorisme, pour combattre la corruption, etc. C'est une longue liste de travaux, mais l'Égypte est capable d'aider. L'Égypte a déclaré son intention de collaborer avec les nouvelles autorités sur les plans économiques, sécuritaires et militaires, comme vous l'avez déjà mentionné, en ce qui concerne l'infrastructure également. Alors, pensez-vous qu'une nouvelle ère des relations entre l'Égypte et la Libye s'ouvre actuellement? Oui, bien sûr. Je voudrais mentionner qu'à cause que nous sommes des pays, comme on appelle la géographie et les relations entre les deux peuples, aident à avancer dans ce genre de plan beaucoup plus vite que d'autres pays. C'est-à-dire, nous avons des frontières communes, c'est la même langue, les mêmes traditions. C'est beaucoup plus facile de travailler avec nous que de travailler avec d'autres pays, surtout sur le plan de l'infrastructure et le développement des lois et de la gouvernance
et des banques, politique monétaire, politique fiscale, tout ce qu'on a fait pour développer notre environnement peut être transféré facilement à la Libye. Alors là, nous avons l'Égypte et la Libye ensemble des intérêts communs qui vont être développés beaucoup plus facilement dans la période prochaine pour la stabilité de la région tout entière, non seulement pour l'Égypte. Oui. Docteur Passant Fahmi, membre au Parlement et experte en économie, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et on retourne avec la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, l'IVEA occupe une place importante au sein du secteur agricole ivoirien, moteur du développement économique du pays, car il contribue largement aux recettes de l'exportation. Dalia Karam nous donne plus de détails. La filière aviacole en Côte d'Ivoire a produit en 2020 près d'1 million de tonnes de caoutchouc naturel, soit 80% du latex du continent, et pointe désormais au 4e rang mondial derrière les pays asiatiques, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam. La PROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel, l'organe en charge de la filière, vise la transformation industrielle pour la fabrication des gants chirurgicaux et de préservatifs pour répondre à la demande nationale et régionale. De 170 000 tonnes en 2005, la production ivoirienne d'EVA, première en Afrique, n'a cessé de croître, passant de 602 000 tonnes en 2018, 783 000 en 2019 à 950 000 tonnes en 2020 pour pointer à la 4e position mondiale contre 7e auparavant selon les chiffres de la PROMAC qui chapeaute la filière. Cette évolution fulgurante est sans doute le résultat des réformes de la filière annoncées en 2019. Face à la baisse en continu des cours de l'EVA et du palmier à huile sur le marché international, le Conseil EVA Palmier à huile avait annoncé ces réformes dans le but de redonner du pouvoir d'investissement aux différents acteurs de ces filières. Le gouvernement, en mettant en place le Conseil EVA Palmier à huile, veut contribuer à redonner une dynamique de croissance à ces deux filières, avait alors déclaré le directeur général du Conseil EVA Palmier à huile. Ce dernier avait lancé un appel à l'ensemble des acteurs de ces filières afin qu'ils collaborent avec les cabinets qui se présenteront à eux afin de recueillir des données qui permettent une meilleure lecture de la situation générale. Depuis 2020, la production ivoirienne a été exportée vers les marchés asiatiques car les marchés européens et américains avaient tourné le dos à la production ivoirienne. Pour éviter cette dépendance de l'extérieur, la PROMAC compte travailler à la labellisation du caoutchouc ivoirien. En Côte d'Ivoire, l'EVA occupe une place importante au sein du secteur agricole, moteur du développement économique du pays car il contribue largement aux recettes de l'exportation. Changeons un peu de sujet. Alors, le musée de Goulfi est un lieu atypique où les jeunes viennent apprendre la culture des peuples Kotokos. Cette région se démarque par ses habitations d'argile datant de 5 siècles. Un commentaire de Shamsenebi. À une cinquantaine de kilomètres de Kousséri, à l'extrême nord du Cameroun, la commune de Goulfi se démarque par ses habitations d'argile datant de 5 siècles. Ici, le varan est considéré comme le totem de la cité, l'intermédiaire entre les génies de la terre et les populations. Les prêtresses perpétuent le culte en offrant des galettes de fonio, des pots de miel et du lait de varan logé dans la tour. Le musée de Goulfi est un lieu atypique où les jeunes viennent apprendre la culture des peuples Kotoko. Ce musée, c'est d'abord l'histoire de la principauté de Kotoko. Cette masse de terre est un élément qui a été remonté longtemps par les anciens, c'est ce qu'a déclaré le rapporteur du musée. Au cours de leur exploration, les Arabes y découvrent un peuple imprégné de ses traditions ancestrales. Le seigneur de guerre, Rabat, se heurtera d'ailleurs à une farouche opposition dans sa guerre de conversion. Comme avant, nous n'avions pas des armes à feu pour combattre les ennemis, nous avons utilisé des flèches, des arcs et saguets, et principalement tout ce qui peut être gourdin, tout ça était nos armes. Les habitants avaient également une stratégie pour prendre leur assaillant à revers. On se courbe ici et on passe. Laissons entreposer les armes avant d'aller sur le toit. Quand on voit du haut des mouvements de gens inconnus, on savait qu'ils venaient pour la guerre.
Les habitants prenaient donc les armes, faisaient le tour par ici et allaient les attaquer dehors. C'est ce qu'a raconté le guide du musée. Le sultanat de Gulfey doit vraiment sa fondation à la victoire de Djagara sur le seigneur de guerre avec l'aide des Français. Séparée du Tchad par le fleuve Logone, l'histoire de cette petite ville mérite d'être enseignée à la jeunesse de cette partie du pays. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Alors restez avec nous sur Nile TV. Merci pour votre fidélité et bonne journée. Au revoir.